Serge Regour est professeur émérite de l'Université Toulouse 1 Capitole, président de la commission culture de la région Occitanie et de l'agence Occitanie Livres et Lectures. Il est aussi un très grand cinéphile, auteur d'ouvrages tels que Éloge des seconds rôles, paru en 2007 aux éditions Séguier, ou encore Les seconds rôles du cinéma français, Grandeur et décadence aux éditions Klenksik en 2010. En 2021, Serge Regour a aussi fait paraître SOS Culture aux éditions Indigènes. Samedi 1er octobre 2022, il présentait à la librairie Ombre Blanche son nouvel ouvrage, le tome 2 de Anthologie des acteurs et actrices du cinéma français et de la télévision, publié aux éditions Un autre regard. La rencontre était animée par Christian Torel. Merci pour votre présence intéressée d'abord, amicale aussi. Après tout, c'est bien aussi et fidèle. Merci Serge pour ta présence ici pour ce deuxième volume. Juste avant de commencer, il y en aura 4 ? 4 ? Ouais. Ok. Bon, donc on passera de ABC, peut-être on aura un Z quand même. Oui, absolument. Mais je ne suis pas là encore. Bon, oh, pardon. Voilà, Pardon. Tu n'en es pas là. Bon, voilà, droit de la communication audiovisuelle, exception culturelle, propriété intellectuelle et artistique, ce sont encore des domaines de recherche, il y en a bien d'autres, donc de recherche et d'engagement. C'est peut-être plus important finalement les engagements que la recherche, donc engagement sur le terrain, c'est dans des représentations, associations, syndicats, collectifs. Bon, ici, on sait bien sûr pour la Cinémathèque, je ne parlerai pas de la région parce que la Cinémathèque, je connais, la région, voilà. La région, on la fréquente, on va dire, où elle nous fréquente. Et donc, merci pour ces engagements. Et alors, finalement, bon, quand on connaît tes talents d'orateur, voire, et tu me pardonneras, de bretteur. Le bretteur, en principe, c'est pour l'épée, mais enfin, toi, tu manies des armes peut-être plus pacifiques, mais tout aussi toniques. Finalement, on imaginerait des fois la scène comme un espace évident pour toi, et d'où sans doute ce goût pour celles et ceux qui occupent la scène, les actrices et les acteurs. Et pour le travail, c'est évidemment cet engagement, on le trouve dans les livres que tu leur as consacrés. Alors peut-être la première question serait, est-ce que c'est la scène qui t'a conduit à, ou est-ce que c'est le A qui t'a conduit à t'occuper de la scène? Quand je dis la scène, évidemment, on va y venir, c'est après la scène, c'est la caméra et le studio. En fait, je pense, maintenant en vieillissant, l'âge étant là, que fondamentalement, ce que j'aurais eu peut-être envie de faire professionnellement aurait été sûrement de ce côté-là. Et je me rappelle, puisque moi je suis venu au cinéma, à l'audiovisuel, à la culture par le biais du droit, et quand je travaillais comme expert avec des institutions comme l'ADAMI, la SACD et beaucoup d'autres, très souvent connaissant les gens, ils voyaient qu'en fait je m'intéressais à autre chose qu'à la question juridique. Et ils me disaient, mais pourquoi tu n'as pas tenté d'être scénariste, réalisateur, etc. Et en fait, il m'était revenu que lorsque j'étais adolescent et que j'avais caressé ce type de projet, je ne sais plus qui, mais un professionnel m'avait dit, en forme peut-être de boutade, mais moi j'ai pris au sérieux, en me disant, pour réussir dans ces domaines, mais évidemment ça date, c'est plus vrai aujourd'hui, enfin je suppose. Pour réussir dans ces domaines, il faut venir soit du prolétariat, soit de la grande bourgeoisie. Et comme toi, tu es dans les classes moyennes, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc, comme j'étais dans un univers qui croyait au déterminisme de classe, par parenthèse, mon père était maire et conseiller départemental dans le Tarn-et-Garonne communiste, donc je baignais dans cette logique du déterminisme de classe, et donc j'ai pris argent comptant. J'ai dit oui, bon, non,
Donc, je suis dans une étape de la classe moyenne. J'essaierai d'avoir une trajectoire professionnelle qui soit à peu près en accord avec ça, c'est-à-dire hors des périls, des dangers, etc. Alors, cela étant, je ne regrette rien, vraiment rien, parce que comme j'ai beaucoup d'amis, et pas seulement d'amis, une partie de ma famille, filles, gendres, sont dans ce domaine-là, ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Je sais que moi, je n'ai pas la patience, je n'ai pas les qualités pour attendre, pour être confronté aux difficultés du lendemain, aux interrogations. Oui, et puisque même les gens, j'étais encore il y a peu de temps, je ne vais pas citer de nom, mais pendant quelques jours au Festival d'Angoulême, j'ai parlé avec notamment des acteurs et des réalisateurs connus, dont je pensais pendant très longtemps qu'ils étaient à l'abri de ce type d'inquiétude, d'interrogation et de fragilité. Et tel n'est pas le cas. C'est-à-dire que même des gens très installés dans la profession, à quelques exceptions près, sont eux-mêmes confrontés quand même avec des questions lourdes quant qu'est-ce que je vais faire demain. Et donc je sais que moi j'aurais pas pu. Moi je suis très impatient. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, ça va. Comme je suis dans une logique, ce qu'appelait tout à l'heure de bretteur, je réagis vite au quart de tour en politique, etc. Et là, je ne suis pas négociateur, je suis le contraire d'un modérateur. Et donc, je me suis aperçu que notamment, enfin, il y a plusieurs professionnels qui savent l'affection et l'admiration que j'ai pour eux dans la salle. Et moi, je sais que je n'ai pas ces qualités. Donc, finalement, ce que je fais là, ça correspond à peu près à ce que je sais faire, à ce que je crois savoir faire. Et notamment ce projet-là pour lequel vous me faites l'amitié d'être là, j'en suis pas l'initiateur, je te devance, même si tu vas pas poser la question, parce que j'avais mais c'est pour dire comment je fonctionne. Donc c'est moi qui vais donner la réponse. Alors. Non, je vais jusqu'au bout quand même. Comme j'ai toujours peur effectivement d'être confronté à une forme de vide. D'ailleurs, par parenthèse, j'ouvre et je referme la parenthèse, je suis entré en politique de cette manière-là, parce que j'ai jamais été encarté, j'ai jamais été dans aucun parti, parce que je sais que j'ai pas que j'ai plein de contradictions et que j'aurais jamais pu m'adapter à l'éthique et à la logique de discipline que suppose un parti. Mais quand on est venu me proposer de m'occuper de culture à la région, à un moment où je savais que mes jours étaient comptés à l'université, que ma vie universitaire allait s'arrêter, j'ai plongé tout de suite dedans, parce que j'avais peur effectivement oui, du lendemain, ce qui doit être assez banal. Bon, tes jours étaient comptés, mais enfin la recherche, elle continue, parce que de toute façon, c'est de la recherche appliquée au terrain que tu continues de faire, d'une certaine façon. Donc, en revanche, toi, la contrainte, tu continues de la fuir, tu l'as toujours fui. Là, tu as choisi ta contrainte, justement, pour ces 2 premiers volumes d'abécédaire, d'anthologie. Il faudra peut-être aussi que tu nous dises pourquoi abécédaire, pourquoi ABC, pourquoi anthologie, peut-être à cause, j'imagine, FGH, ça marchait pas pour le 2e titre. Je veux te dire. Voilà, donc tu choisis ta contrainte, et d'une certaine façon, un acteur, lui, la contrainte, je ne sais pas comment il s'en débrouille, mais il a un texte à dire. Toi, tu continues de vouloir à la fois de l'improvisation, mais là, pas tout à fait. C'est exactement le contraire de l'improvisation que tu as choisi comme mode d'expression. Absolument. Mais là, tu as raison. C'est-à-dire que même quand je fais ça, du coup, je vais préciser, je suis resté fondamentalement universitaire parce que je crois que c'est aussi un état, c'est un statut, c'est une manière d'être pour ceux qui le vivent totalement. Et en fait, cette contrainte-là, les autres bouquins, je les avais choisis. Donc j'ai publié plusieurs bouquins sur les acteurs,
sur les seconds rôles, en particulier, dont un qui a très très bien marché. Et à la suite de ça, j'ai eu des propositions et donc j'ai enchaîné plusieurs bouquins sur les acteurs et notamment sur les seconds rôles. Et puis, c'était juste ceci expliquant cela. Au début de la pandémie, je reçois un mail, pas un coup de téléphone, parce que le personnage dont je vais parler n'a pas de téléphone, c'est assez singulier. Me disant, on connaît vos livres précédents et on aimerait bien sortir un dictionnaire des acteurs extrêmement large. Est-ce que vous pouvez aller voir notre base de données? On a une base de données sur Internet qui s'appelle Base de données du cinéma français, BDF, où sont recensés, ce travail de fourmi, ils sont plusieurs à faire ça, tous les films et les téléfilms et les séries françaises, avec la totalité de la fiche technique et de la fiche artistique. Et pour les acteurs, dans la mesure où ils le peuvent, ils font des captations de films, de téléfilms, ou parfois, c'est de mauvaise qualité, ils photographient des photos de magazines, mais c'est du matériau brut. Et il me dit, on voudrait publier un bouquin avec voilà, un portrait et des résumés de carrière. Est-ce que vous accepteriez de faire une quarantaine, une cinquantaine de portraits? Et je dis, mais vous pensez qu'il y en aurait combien? Et là, ils me disent, on ne sait pas, parce qu'il y en a des milliers qui sont potentiellement sur la base. Ils me disent, je pense qu'on devrait faire 7 ou 8 tomes. Donc, je me suis dit, ils sont un peu givrés, mais bon, comme la pandémie arrivait, que ça me plaisait, j'ai dit, bon, envoyez-moi les noms que vous souhaitez que j'écrive. Donc j'ai fait ça très sérieusement, comme un universitaire. Et donc j'ai renvoyé mes 40 portraits. Et à un moment, j'ai dit, j'aimerais bien voir les autres quand même, parce qu'il me dit que le premier tome, il devrait y avoir autour de 1000 entrées. Donc 50 sur 1000, c'était très peu. Je me dis, j'aimerais voir les autres. Et bon, ça a traîné. J'ai senti que la question n'était pas de nature à les rassurer. Et un jour, quand même, je reçois une centaine de textes. Alors là, on est un petit comité, c'est off. Et c'était catastrophique. C'était... Oui, tant pis. Tant pis. Une fois de trop, je parle trop. Une fois de plus. Et donc, ça n'allait pas, quoi. Il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de cohérence. Et je leur dis, mais vous vous rendez compte que c'est pas possible. Et là, ils ont fait preuve d'une très grande humilité. Ils m'ont dit, oui, on est tout à fait conscient du problème. Et donc, on ne sait pas comment en sortir. Bon, du coup, là, point de suspension. Et dans ce contexte-là, ceci expliquant la préface, je ne sais même pas si c'était un jour en visio pour un festival. Je suis avec Dominique Besnéard et je raconte cette histoire à Dominique Besnéard. Et qui me dit, mais fais-le. Il me dit, moi, lorsque j'étais, ce qu'il écrit dans sa préface, j'étais enfant, adolescent, j'espérais toujours qu'il y aurait un jour un dictionnaire, une anthologie de tous les acteurs, parce que j'étais môme, comme beaucoup d'autres, je regardais des visages que je voyais, je ne savais pas les noms, je ne savais pas. Et c'est mon rêve, ce serait ma Bible, fais-le. Là-dessus, la pandémie arrive, et du coup, je leur ai dit, OK, finalement, je vais essayer d'en réécrire un certain nombre, ceux qui sont sauvables, et je vais tout réécrire. Et donc, ça a été le tome 1 avec 900 entrées. Alors, pourquoi le titre? C'est la question qu'il m'a posée. Parce qu'en fait, j'ai pensé qu'il n'y aurait qu'un tome, qu'on le faisait, mais que la pandémie n'allait pas durer 10 ans, que comme j'avais beaucoup de choses à faire, j'aurais plus le temps de le faire. Et il avait existé, pour tous les cinéphiles, je pense à Franck qui est là, je pense que c'était à la Cinémathèque, à l'époque, il y avait un producteur qui s'appelait René Thévenet, qui avait fait un bouquin qui recensait, mais alors là, toutes les professions du cinéma, pas que les acteurs, mais il n'y avait pas de texte, c'était uniquement des fiches techniques avec un annuaire, voilà. Et ça s'appelait l'ABC du cinéma français. Et moi, je me suis dit, bon, on n'aura qu'un tome, donc je vais appeler ça l'ABC des acteurs et des actrices du cinéma français. Voilà. Et puis je me suis pris au jeu. J'ai eu des retours, entre guillemets, d'estime. Et
on s'est lancé, je me suis lancé dans le tome 2, sauf que la différence, c'est que là, j'ai tout fait de A à Z. C'est-à-dire que s'il y a des conneries, s'il y a des coquilles, s'il y a des erreurs, je suis seul à assumer la responsabilité. Et la grande différence entre les deux, c'est que sur le 1, je ne me suis pas occupé de l'iconographie, puisqu'ils avaient leur base de données. J'avais déjà du boulot par-dessus de la tête à écrire des synthèses, puisque tous ceux qui sont là savent que c'est plus difficile de faire une synthèse de 15 lignes que d'en écrire 50, puisque j'avais fait un bouquin précédemment où il y avait 135 portraits d'acteurs et j'avais 2 pages par acteur, et c'est très confortable. Mais lorsqu'il faut avoir un nombre de signes réduit, c'est très compliqué, il faut faire des choix. Et là, j'ai dit, je vais m'occuper de l'iconographie, c'est-à-dire de choisir moi-même les photos. Si celles de la base ne sont pas convenables, les trouver ailleurs, et notamment grâce aux ressources de la Cinémathèque, qui avait été mon principal support lors de mes précédents bouquins. J'avais gardé beaucoup de choses qu'il fallait simplement recadrer, recomposer, etc. Donc ça a été un boulot, je peux le dire, colossal, mais qui correspondait, là je boucle la boucle, à mes partis pris politiques. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, ce que j'ai dit, c'est que je voulais que tous les acteurs soient traités de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, à la lettre D, il y a Depardieu, il y a Delon, il y a Deneuve, il y a Daniel Darieux, etc. Ils sont traités de la même manière, rigoureusement, que des acteurs qui sont totalement inconnus du grand public. Et c'est un parti pris politique, puisqu'il se trouve que je pense connaître ces questions aussi bien ou peut-être mieux que ce que je connaissais du droit. Et je pense que personne ne pourra jamais me démontrer que tel acteur est une star, une vedette, parce qu'il a des qualités que n'a pas tel autre acteur qui est un second rôle. Quiconque au défi de me faire la démonstration, et assez travaillé là-dessus, pour savoir que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué. Et lors d'un précédent bouquin, j'avais discuté notamment avec une fille qui est très intelligente, qui s'appelle Zabou Breixman, et Zabou me disait, mais ce que tu dis, c'est évident. En fait, ce qu'on appelle le talent, au sens strict, c'est un critère parmi une dizaine d'autres critères. Et donc, être star, c'est un métier qui n'a rien à voir. Et donc, je voulais vraiment que tous les acteurs soient traités de cette manière-là, avec à peu près le même nombre de signes et le même format de photo. Étant précisé qu'il avait fallu faire plus long pour certains, c'eût été précisément pour ceux qui sont les moins connus. Parce que sur les plus connus, à la limite, on sait avant d'ouvrir le livre. Alors je vais inverser le sens de mes questions, et justement, comme tu évoques la question du talent, qui dit talent dit aussi quand même, pour acquérir du talent, il y a besoin aussi d'une formation, tout de même. Et cette formation, comme la formation initiale, celle qui ouvre, celle aussi de l'apprentissage, et après l'initiation, la plupart du temps, c'est le théâtre. Alors il y a 2 choses, je vais me référer j'ai essayé de trouver des propos sur les acteurs. Finalement, d'abord des livres sur les acteurs, il n'y en a pas autant que ça. Pendant longtemps, moi, à mes débuts, il y a une 40aine d'années, pris aussi dans le déterminisme à faire du commerce des livres, puisque je ne pouvais pas faire de cinéma, d'une certaine façon comme toi. J'avais Louis Jouvet, Stanislavski et quelques autres. Et puis, d'ailleurs, les livres de théâtre étaient très très courus. Peter Brook, tout ça, c'était très très lu. Aujourd'hui, c'est un effondrement. Le rapport à ces textes-là est à peu près de l'ordre si ce n'est du néant, en tout cas d'une économie bien trop appuyée, et dont moins de lecteurs. Donc j'ai depuis longtemps, j'ai une bibliothèque de cinéma à la maison, et un jour, évidemment, dans une brocante, j'ai trouvé ce livre formidable, L'art du cinéma. Alors il y a 2 questions posées, donc comme je l'ai te le dire. Dans l'art du cinéma, j'ai vainement cherché des propos sur les acteurs. Il n'y en a pas, très peu. Donc j'ai trouvé quelques lignes de Louis Jouvet dans un chapitre consacré à parlant et muet. Là, ça, c'est une question vraiment encore très largement débattue. Et voilà ce que dit Jouvet. Il dit, entre autres, le cinéma est un puissant rameau greffé sur le tronc robuste et millénaire du théâtre.
Le cinéma n'est qu'un mode nouveau, une branche nouvelle, une moderne activité de l'art dramatique, du théâtre. Il faut l'affirmer sans avoir peur de contredire personne. Il n'y a pas deux branches de l'art dramatique, le théâtre et le cinéma. Donc en fait, il n'y en a qu'une. Le cinéma, c'est une... Voilà. Alors, finalement, les acteurs, c'est quoi alors, le cinéma? Merci. C'est quand même c'est extrêmement surprenant que dans ce livre qui est fondé sur un nombre incalculable de penseurs du cinéma, de théoriciens, d'acteurs, de techniciens, de réalisateurs, l'acteur disparaît complètement de ce livre, l'art du cinéma. Alors merci de cette question parce que pour moi c'est la question centrale. Et dans la préface, dans les avant-propos, j'évoque cette réflexion d'un critique de cinéma, parce qu'à l'époque, quelques-uns s'occupaient encore des acteurs. Henri Janson était un des seuls qui avait un regard là-dessus, et Henri Janson écrit exactement « L'acteur, c'est la mauvaise conscience du critique ». L'acteur, c'est la mauvaise conscience du critique, et il développe, en indiquant ce que je disais moi de manière un peu brutale et intuitive, que évidemment le critique est totalement désarmé et qui parle toujours des acteurs pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire l'auteur, ben évidemment, c'est le réalisateur. Éventuellement, on parle de tel ou tel contributeur important, le musicien, le directeur de la photo, le scénariste. Bon. Mais les acteurs, on en parle toujours pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais justifier, encore une fois, le travail de tel acteur et pourquoi tel acteur est connu et tel autre n'est pas connu. Personne n'a jamais su faire ça. Personne ne l'a fait, jamais. Et ça explique qu'il y a une absence totale de travail, de réflexion, d'analyse sur les acteurs. Au cinéma, je parle du cinéma, bien entendu, je parle du cinéma. D'ailleurs, pour le cinéma, je cite aussi une ouverture d'une cérémonie des Césars. La présidente cette année-là était Fanny Ardant. Et Fanny Ardant ouvre, alors je ne dis pas que je partage nécessairement, je ne dis pas que c'est vrai nécessairement, mais ça s'inscrit dans cette logique-là. Et Fanny Ardant, dont on ne peut pas contester évidemment ce qu'elle est et les qualités, dit... En réalité, il n'y a pas de bons acteurs et de mauvais acteurs. Il y a les acteurs qu'on aime et les acteurs que l'on n'aime pas. Du coup, je me permets une autre anecdote parce que j'ai été très proche d'un metteur en scène de théâtre qui a dirigé la Comédie Française, qui a fait des mises en scène à Avignon, et qui a mis en scène Depardieu, Huppert, Ardant, etc., etc. Et un jour, je lui dis, d'après vous, Jacques, les meilleurs acteurs, vous en avez dirigé tellement, si vous deviez faire la liste des meilleurs acteurs, qui sont des acteurs de théâtre, mais qui travaillent au cinéma, et plus tard à la télé, ce serait qui? Et là, il me regarde à rien, il me dit, écoutez Serge, votre question d'abord est très mal posée. Vous connaissez les acteurs, dont on n'a pas le droit de poser une question aussi bêtement. Il n'y a pas les meilleurs. Me dit les meilleurs, en sport, c'est clair. Tout le monde part sur la même ligne et il y en a un qui arrive avant les autres. En matière de cyclisme, tout le monde est en bas du col, il y en a un qui arrive avant les autres, on sait que c'est le meilleur. Vous savez, il me dit, des artistes de cirque, le trapéziste, il se casse la gueule, bon, on sait qu'il est moins bon. La musique, bon. Mais il me dit, les acteurs, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, il n'y a pas meilleur, mais il me dit, je peux vous donner quel est mon critère à moi. Il a mis en scène des tas de gens. Et il me dit, hein? Et il a beaucoup écrit sur le... Tu vois, évidemment. Tu sais tout ça. Et un jour, je lui dis, oui, mais... Du coup, c'est quoi le critère? Il me dit, pour moi, le critère au théâtre, c'est celui qui me surprend. Il me dit, on va pas citer des stars très importantes, citons Isabelle Huppert, il me dit, je sais, c'est une mécanique formidable, extrêmement bien huilée, et quand je reste, j'assiste à 10 représentations, je sais exactement ce qu'elle va faire à tel moment, je sais que si tel ou tel de ses partenaires change, elle va s'adapter de telle ou telle manière. C'est de la prévisibilité. Et c'est magnifique, c'est une réussite totale, mais prévisible. Et il me dit, ce qui me touche le plus, c'est les acteurs qui me surprennent,
c'est-à-dire dont chaque soir, ils peuvent faire un truc différent. Et là, il enchaîne et il me dit, je vais vous faire plaisir, puisqu'il connaissait évidemment mon intérêt pour les seconds rôles, et il me dit, vous savez, l'acteur, il a mis en scène pendant 40 ans ou 50 ans, l'acteur qui m'a le plus étonné, parce qu'il m'étonnait chaque soir, ce qui est un problème pour les partenaires, parfois, donc ça veut dire que aussi le bon peut du coup devenir potentiellement problématique. C'est un acteur, je ne sais pas si quelqu'un le connaît ici, je vous raconterai d'ailleurs une anecdote à ce sujet-là, qui s'appelle Olivier Perrier, qui a fait beaucoup de théâtre, qui a été dans la troupe de Jean-Paul Wenzel, et qui a fait une centaine de seconds rôles au cinéma. Et qui, en plus, a fait du théâtre, du coup, je ne sais pas, ceux qui connaissent le théâtre savent peut-être ça, où il est le seul qui a joué avec des animaux sur scène, notamment une pièce avec un cochon. Et un jour, dans le comité d'experts de la région que je préside, quelqu'un s'est permis de tenir des propos très hiérarchisés sur les acteurs. Et dans une pause, j'ai raconté cette anecdote et je dis, voilà, un des plus grands metteurs en scène de théâtre, ça le citait, considérait qu'en fait, l'acteur qu'il avait le plus surpris pendant sa carrière était Olivier Perrier. Et là, je vous le donne à 1000, une des membres du comité d'experts, qui ne sera plus du coup le prochain coup, me dit, Monsieur Regour, je ne veux pas vous offenser, mais vous confondez. Il ne s'appelle pas Olivier Perrier, il s'appelle François Perrier. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Et donc, du coup, c'était évidemment la démonstration absolue de ce que je démontrais. C'est-à-dire que les gens sont tellement sur des rails que même quand on leur dit un truc qui, du coup, peut amener à une réflexion, immédiatement, ils ont un réflexe de Pavlov, ils entendent Perrier, donc c'est évidemment François Perrier. Et Olivier Perrier, à l'heure où je vous parle, il fabrique du whisky près de Clermont-Ferrand parce qu'il ne travaille pas. Pardon, excusez-moi. Non, mais cette question est une question formidable. C'est-à-dire comment être effectivement un critique des acteurs. Et moi, ce qui m'a passionné, évidemment, et ça rejoint, mais je demande à personne de le partager, c'est que ma sensibilité politique élevée entre un père communiste et une mère catho-mystique de droite, mais qui avait le même souci de l'autre, c'est la question de l'injustice ou de ce qui est inéquitable. Et du coup, très, très rapidement, il m'est apparu que le statut fait aux acteurs avait un effet de loupe sur ce qui n'allait pas dans notre société. C'est-à-dire comment des acteurs qui, par exemple, au théâtre, peuvent avoir les mêmes responsabilités, se trouvent parfois, lorsqu'ils sont sortis du régime des intermittents, au RSA. Et je connais des gens connus de la profession qui sont au RSA parce qu'ils n'ont plus suffisamment de cachets pour être aux assédiques. Et à côté de ça, des gens de la même génération, qui étaient dans la même classe au conservatoire, qui sont devenus des stars et dont la rétribution au cinéma n'a strictement aucun rapport avec la question du talent déployé. C'est d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, la profession appelle ça les acteurs bankable, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et acteur bankable, je prends un acteur bankable, ça veut dire celui qui est de nature à rapporter de l'argent. C'est clair. Or, évidemment, on est dans une logique totalement schizophrène du point de vue des acteurs, puisque tout le système de financement du cinéma français et de la télé est fondé sur ce qu'on appelle l'exception culturelle. J'ai écrit un que sais-je là-dessus, qui d'ailleurs est à l'origine après des bouquins suivants sur les acteurs. Et côté court, c'est l'exception culturelle, c'est-à-dire le postulat culturel, la culture qui s'impose au marché. Mais côté jardin, en coulisses, c'est les logiques du marché qui font que quand on fait un casting, une directrice de casting ici qui sait le respect que j'ai pour elle, mais on sait très bien que le premier critère pour les premiers rôles, c'est la question de la bancabilité. Est-ce que Cadmerade est libre? Non. Est-ce que Jeanne Dujardin est libre? Est-ce qu'il ferait le rôle? Et on ne se demande pas, et je connais 10 exemples où le CNC décide, sur la base d'un scénario, on va aider, une région aide, et puis quand on arrive à la télé,
D'ailleurs, que ce soit hélas le service public autant que TF1, on dit c'est qui le premier rôle? Jean-Louis Catala, mais c'est qui celui-là? Donc très bien, oui, on fait, mais vous virez Monsieur Catala et ce sera Monsieur un tel ou un tel. Je résiste pas à une anecdote. Tu m'as invité pour ça, quand même. Oui, c'était au programme. Mais il y a une anecdote pour moi qui est très révélatrice de la question qu'a posée Christian sur pourquoi, effectivement, il n'y a rien sur les acteurs et sur l'art de l'acteur et du coup sur ce qu'un acteur vaut par rapport à un autre. Presque la présence de l'acteur. C'est Oui. presque le mot acteur qui n'est pas là. Exactement. C'est quand même sidérant. Et c'est extrêmement Et le troublant. mot qui n'est pas là. Et alors, ce que je vais dire est purement anecdotique, mais plus je vieillis, plus je suis convaincu qu'il n'y a pas de conceptuel sans opérationnel, il n'y a pas d'opérationnel sans conceptuel. Il y a des années de ça, après la publication d'un bouquin sur les seconds rôles, un acteur que vous connaissez peut-être de nom, je pense, pour les cinéphiles, s'appelle Bernard Ménez. Et Bernard Ménez, il vient me voir, il me dit des trucs gentils, et il me dit, il faudrait absolument que tu arrives à connaître les listes noires qu'il y a à la télé. Puisque la télé est le principal financeur du cinéma, donc c'est au-delà de la question des films ou des téléfilms. Et il insiste. Et comme j'étais en train de préparer le deuxième bouquin sur les acteurs, ça aussi c'est très révélateur, ça rejoint ce que tu dis. J'avais connu, il y a des collègues de l'université, au moins une que je salue, Laurence, et j'avais eu un étudiant qui était passé par le master de droit des médias, et qui était au CSA. Et donc, j'avais des contacts avec lui, etc. Et un jour, je sais que ce garçon quitte le CSA et part à la télé, à France Télévisions, donc dans le service de programmation. Donc je lui demande rendez-vous, très respectueux, même déférent. Il croit que je viens pour lui demander des questions d'ordre juridique, organisationnel, etc. Et je lui dis, voilà, j'ai un projet d'acteur, de bouquin sur les acteurs. Là, il tombe un peu en arrêt. Et je voudrais vous poser une question. Premier élément de réponse, mais comment pouvez-vous vous intéresser à une question aussi futile? Puisqu'il me connaissait comme prof de droit spécialisé dans le droit des médias. Je lui dis que je vais écrire un bouquin sur les seconds rôles. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à une question aussi futile. Alors qu'il était dans le service des programmes, de la fiction. Et je lui dis, écoutez, ça c'est un autre sujet, parce que justement, je trouve que c'est un sujet qui n'est jamais abordé sérieusement par aucun universitaire. Et donc, je suis finalement l'universitaire qui s'intéresse à cette question. Et je lui dis, je vous posez une question, y a-t-il des listes noires? Donc, il éclate de rire. Il me dit, mais en plus, il me dit, vous lisez trop de romans policiers, je ne veux pas vous offenser. Il me dit, bien sûr que non, qu'il n'y a pas de liste noire. Mais j'insiste, et je lui dis, voilà, c'est un acteur qui s'appelle Bernard Ménez. Après, j'ai parlé avec un autre acteur que j'aime beaucoup, qui est un ami qui s'appelle Rufus, qui m'a dit que lui-même, à une époque, avait été victime de liste noire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler, en tout cas dans les industries culturelles, pas au théâtre, hein, je ne parle pas du théâtre, là, je parle de la télé ou du cinéma. Mais bon, j'insiste tellement qu'il me dit, je vais me renseigner, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Puis bon, je n'ai pas de nouvelles. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne lâche jamais le morceau. Donc, de temps en temps, je rappelle, je relance. Et un jour, il me dit, quand vous venez à Paris, je vous reçois. Donc, je vais le voir. Et il me dit, en fait, monsieur Regour, et je sais que ça fonctionne maintenant comme ça, il n'y a pas de liste noire, mais il y a ce qu'on peut appeler des listes blanches. C'est-à-dire des listes des acteurs qu'il faut faire travailler lorsqu'on engage des financements. Et il me dit, oui, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Non, pas exactement, mais ça veut dire, à contrario, que tous ceux qui ne sont pas sur la liste blanche sont quand même un peu refoulés dans ce qui pourrait être des listes noires abstraites. Il me dit, non. Et j'ai dit, il y en a beaucoup. Et il me dit, je ne peux pas vous expliquer, c'est incompréhensible. Ça rejoint encore la question. Il me dit, sur la liste qui circule et qui effectivement
produit est fait, il y a 37 noms. Pourquoi 37 ? Personne ne le saura jamais. Et j'insiste. Et finalement, il me dit, écoutez, vous avez été mon prof, je vous dois une partie de ma carrière, donc j'ai beaucoup de respect pour vous. Je sais que m'ont donné la garantie que vous ne la publierez jamais. Je ne vais jamais publier, d'ailleurs, je ne vais pas la publier ici. Mais il me la donne, pour simplement ma curiosité personnelle. Elle est par ordre alphabétique, et si je vous dis que la lettre A, c'est Pierre Arditi, personne ne sera étonné. Voilà. Et donc, voilà, il y a 37 noms, et qui ne correspondent à aucune rationalité. À aucune. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre quelques jours pourquoi un tel n'y était pas, et il n'y a pas de rationalité non plus. Alors le livre, les 2 premiers tomes et les suivants sont consacrés aux acteurs français du cinéma et de la télévision. Il y a quand même il y a cet espace en creux qui est celui du théâtre, ou du moins de l'école du théâtre. Mais enfin, ce sont quand même des acteurs venant, pour la plupart d'entre eux, de la formation au théâtre, passés à la télévision et au cinéma, qui étaient des espaces quand même qui ont été longtemps séparés. Souvent, les acteurs de la télévision, on ne les trouvait pas, ou très rarement au cinéma, et inversement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait les réunir, c'est les séries, et presque un peu le primat des séries, ce qui n'était pas du temps de la télévision quand elle faisait des feuilletons, ça n'avait pas du tout la même fonction. Voilà. Et est-ce que justement aujourd'hui ce nouveau primat, que je trouve moi particulièrement à titre personnel plutôt asphyxiant, même s'il est très bon pour les acteurs, mais c'est un autre problème, ça c'est un problème d'ordre économique et social, est-ce que ça ne va pas étouffer ou est-ce que ça ne va pas changer considérablement la notion d'acteur? Et j'aurai une question après, ce sera la dernière, à partir de la bibliographie, parce que je pense que le rapport du public aux acteurs a quand même considérablement changé. Et alors, donc, première des 2 questions, est-ce que la série, justement, ne vient pas encore changer ce rapport aux acteurs? Oui, alors, il me semble, pendant très longtemps, les 2 univers, comme tu l'as dit, pour les acteurs, cinéma et télévision sont très séparés, c'est-à-dire que les grands acteurs, j'utilise moi-même un terme ridicule, c'est-à-dire les vedettes du cinéma ne se commettaient pas à la télé. Pendant très longtemps, c'est très séparé. Et avant même l'arrivée des séries et des plateformes, et d'ailleurs, moi, je dis par parenthèse, je suis né dans un village, donc j'avais le cinéma le samedi soir, 1 fois par semaine, et le reste du temps, moi, j'allais dire, ma conscience politique, ma sensibilité, mes goûts, etc., c'est ce qu'on appelait les dramatiques de la télé, c'est-à-dire la caméra explore le temps et ce genre de trucs. Et c'est là que je me suis mis à aimer ces acteurs qui étaient des acteurs magnifiques, qui étaient des récurrents de la caméra explore le temps, des gens comme Maurice Garrel, Paul Crochet. Hein ? Oui, c'est ça, exactement, François Chaubette, tous ces gens. Et pendant longtemps, c'est séparé. Puis, déjà, avec ce que j'appelle dans un autre bouquin la période du marché, de l'industrialisation, les vedettes comme Depardieu, Clavier, déjà avant travaillaient à la télé, c'est-à-dire que l'étage, entre guillemets, du haut, peut descendre vers le bas, ce qui ne veut pas dire que le bas, c'est-à-dire les acteurs de télé, ont des premiers rôles au cinéma. C'est-à-dire, là encore, ça fonctionne à sens unique. C'est-à-dire les grands noms du cinéma se mettent à leurs propres conditions financières à faire de la télé, mais les premiers rôles de la télé ne sont pas pour autant accessibles à faire les premiers rôles au cinéma. Puis après arrivent effectivement les séries et les plateformes, et là c'est une confluence totale, puisque certains tournages se font sans savoir quel sera le débouché. Je parlais encore hier soir avec des producteurs, et il y a des projets qui se montent en disant peut-être ce sera Netflix, peut-être ce sera le cinéma, peut-être ce sera une sortie télé. Donc tout ça devient effectivement, et ça ajoute, comme tu dis, à la difficulté de définition. À quoi je veux ajouter un élément.
c'est que ce processus d'industrialisation et de marchandisation à tout va se traduit par un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, sauf pour les gens qui font des séries à la télé, c'est-à-dire être récurrent d'une série, il y a 3 séries en Occitanie, vous savez, être récurrent, même si c'est pas artistiquement ce qu'on souhaite quand on rentre dans la carrière, matériellement, c'est une garantie formidable. Donc, il y a une seule troupe, 2 éventuellement avec le TNS à Strasbourg, c'est la Comédie Française. Ceux qui sont la Comédie Française, sociétaires ou même pensionnaires, ont une garantie. C'est vrai pour le TNS. Puis il n'y a plus d'autres compagnies permanentes. Et après, ceux qui ont une garantie d'emploi sont les acteurs qui travaillent dans les séries, notamment les séries quotidiennes, dont on l'a dit, personne n'ira jamais. Mais déjà, des acteurs comme Huster, qui fait du théâtre, et beaucoup de Bruno Pugili, Frédéric Diffenthal, etc., sont devenus récurrents sur ces séries. Tout le monde y va. Catherine Jacob, qui a fait des premiers rôles au cinéma, est devenue récurrente de Demain nous appartient. Je pourrais multiplier, d'ailleurs c'est très intéressant, lorsque vous parlez aux acteurs, tant qu'ils n'y sont pas, ils ont un regard condescendant. Le jour où on les appelle pour leur proposer un rôle et qu'on leur donne les conditions, je vais en dire un mot, les conditions financières, ils y vont tout de suite, parce que c'est pas mon sujet. Mais par parenthèse, ce qui est devenu totalement dépassé, c'est les modalités, les montants des cachets entre le cinéma et la télévision. Pendant très longtemps, on gagne de l'argent au cinéma, mais moins à la télé. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que, sauf les superstars, qui évidemment sont hors normes, on est beaucoup mieux payé un cachet quotidien à la télé qu'au cinéma. Je ne vais pas citer, mais nous on voit avec les dossiers en Occitanie, beaucoup de tournages qui se font, les acteurs, et pas que les acteurs, mais là on parle des acteurs, sont payés au minimum syndical. Au minimum syndical, qui est de l'ordre, je parle sous le contrôle des professionnels, de 412 € par jour. Sur une série comme DNA, il y a des récurrents qui sont payés entre 2 et 4 000 € par jour. Donc, 412, 4 000. Donc, je referme la parenthèse, mais ça veut dire que les standards traditionnels sont complètement aujourd'hui revisités. Et s'agissant du cinéma, qui est mon principal sujet d'intérêt, la grande nouveauté, c'est que pendant des années et des années, quand vous regardiez les génériques des films, ben, il y a plein de noms qui reviennent, c'est-à-dire des seconds rôles, il fait 3, 4, 5 films par an. Je ne parle même pas de la grande époque de Pierre Alarquet, Noël Roquevert, Pauline Carton, Raymond Bussière, Julien Carrette, qui tournaient beaucoup plus que les stars. C'est-à-dire à l'époque, ceux qui faisaient beaucoup de films, c'était pas les stars qui en faisaient relativement peu. C'était les seconds rôles qui faisaient partie de la famille, qui tournaient sans arrêt, alors que les stars avaient un nombre de films bien moindre. Aujourd'hui, c'est totalement inversé. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont tourné le plus, des gens comme Depardieu, qui a les premiers rôles et qui fait beaucoup plus de films. Je ne sais plus à combien il est aujourd'hui. C'est énorme le nombre de films. En revanche, pour les seconds rôles, il n'y a pas de continuité de carrière. Et quand vous prenez des génériques, il y a un nom qui vient une fois, 2 fois, que vous ne retrouvez jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une critique à l'égard des directeurs de casting, ça fonctionne comme ça. Et donc, il est plus nécessaire d'être acteur pour avoir des rôles. Alors, c'est évident pour les enfants, etc. Je ne parle pas de ça. Mais il y a énormément d'acteurs qui peuvent, par exemple, être des acteurs au théâtre, ou faire du théâtre de rue, ou faire d'autres choses, et qui n'ont aucune continuité de carrière. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour le travail que j'ai fait comme universitaire, je dépouillais systématiquement pendant des années les génériques, et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, même pour des petits emplois. Aujourd'hui, chaque générique est un cas. Et la plupart des gens qui sont au générique sont inconnus, parce que peut-être qu'ils n'ont rien fait avant, ils feront rien plus tard. Alors peut-être que finalement, ça correspond... tu as cité Jouvet tout à l'heure, qui est un des rares qui a écrit remarquablement sur le métier d'acteur. Et ce que dit Jouvet est assez désespérant, parce que Jouvet écrit exactement ceci, en parlant de tous les gens, des gens qui sont dans la société,
en disant « Nous sommes tous des acteurs, à l'exception notable de quelques acteurs. » Ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut être acteur, mais qu'il y a parmi les acteurs certains qui le font de telle sorte et qui se déconsidèrent comme acteurs. Ce qui est évidemment très désespérant. Alors justement, ce métier d'acteur, ce sera le deuxième et dernier volet de cette dernière question, avant que ton public ne t'en pose. Donc il y a des jeunes gens qui choisissent, on ne sait pas pourquoi, ce métier hypothétique d'acteur, qui en font une formation. Ils sont quand même de plus en plus nombreux. Les formations, depuis une quarantaine d'années, ont explosé. Donc évidemment, il y a ce nombre. Moi, je pensais que peut-être on n'aborderait pas cette question du limité-illimité. En tout cas, cette question de l'illimité, toi, tu y as choisi des réponses à travers cette publication, parce que il faut arrêter quelque chose. Donc on a un certain nombre de noms qui disparaissent. Comment cela CEUX, les as-tu traités ou justement pas traités? Et la deuxième question, c'était le deuxième volet de celle de tout à l'heure, en rapport à la bibliographie. Quand on lit ta bibliographie, toute bibliographie apprend des choses. Elle apprend, si ce n'est des méthodes, du moins des orientations. Donc il y a la méthode, tu y répondras, les orientations. Et ces orientations, on trouve dans cette bibliographie quelques dictionnaires. D'ailleurs, on n'y trouve pas le dictionnaire de Tullard. Bon, mais peut-être ça pour des raisons que tu pourras évoquer, qui sont sûrement de bonnes raisons. Tullard est connu pour ses positions très droitières, aussi, et avec des choix souvent très contestables. Mais bon, c'était un dictionnaire, donc il y a des dictionnaires. Et puis, il y a ces livres auxquels tu as fait référence tout à l'heure, les excentriques, les séducteurs, les séductrices, les nouveaux acteurs, les grands seconds rôles. Autant de choses, finalement, quand même, qui ont paru plus tôt dans les années 80 qu'aujourd'hui. Je reviens à cette question de tout à l'heure, quand même, pour le coup, le regard du public sur les acteurs, il a quand même considérablement évolué. D'abord, encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup, et donc comment on prend des repères. Et deuxièmement, parce que même dans ce beaucoup, qu'est-ce qu'on choisit et qui on choisit et qu'est-ce qu'on choisit comme fonction de l'acteur? Bon, tu as demi-heure pour... C'est une question très compliquée. Je commence par le plus simple, comment j'ai procédé dans le choix, parce que c'est des milliers et des milliers. Donc il fallait se donner des critères objectifs. Je n'ai pas traité le cinéma muet en tant que tel, pas plus que le théâtre, sauf qu'évidemment, beaucoup d'acteurs d'une certaine période ont été dans le muet, donc j'en parle pour ceux qui après ont vraiment fait carrière dans le parlant. Pour le théâtre, c'est pas tous, mais la quasi-totalité des acteurs qui sont là font du théâtre et sont des acteurs de théâtre. Ensuite, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire du turnover permanent et de l'apparition permanente de nouveaux acteurs, c'était impossible d'être dans l'actualité. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter la recension à un moment déterminé. Sinon, on n'est jamais à jour. C'est-à-dire que le robinet est ouvert en permanence et chaque année, il y a des gens, y compris, qui ont des premiers rôles. Donc ça, c'était impossible. Ce qu'avaient pas compris d'ailleurs mes co-auteurs initiaux, qui n'étaient pas universitaires, qui n'avaient pas de critères. Donc moi, j'ai fixé un critère qui vaut ce qu'il vaut. Qu'il fallait que les gens qui sont dans le bouquin aient commencé leur carrière avant l'année 2000. Ce qui veut dire qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont, que je connais d'ailleurs pour certains, au premier rang, mais qui ne sont pas dans le bouquin parce qu'ils ont commencé en 2007, en 2008, en 2009. Je cite deux exemples ici parce qu'ils sont aveuglants. Grégory Gadebois, qui est un acteur que j'adore, a commencé au cinéma de 2007 ou 2008, donc il n'y est pas. Et Reda Kateb, qui est un des acteurs qui travaille le plus, n'y est pas parce que pareil, il commence au milieu des années 2000. Je fais une parenthèse parce que le bouquin est sorti, j'ai rencontré Reda Kateb, et je lui ai dit, je le connais un tout petit peu, je lui ai dit, tu n'es pas dans le livre, mais ton papa, que personne ne connaît, est dans le livre, parce que son papa était un acteur de théâtre magnifique, qui a fait une centaine de seconds rôles au cinéma, et personne ne connaît son père. Alors que, enfin, si, on connaît sa gueule, parce qu'il avait une gueule, et il fait toujours des malfrats, des arabes malfrats.
Et là, Reda m'est tombé dans les bras, il me dit, tu ne peux pas savoir, je me fous éperdument d'y être ou de ne pas y être, mais que tu aies mis mon père, ça veut dire que tu as mis d'autres acteurs de cet acabit qui font mon admiration, parce qu'il admirait les acteurs de théâtre, parce qu'il accompagnait son père et qui était dans le théâtre public. Et voilà, donc c'est un critère dont je sais qu'évidemment c'est un peu fâcheux. Et donc dans le tome 4, on a prévu, je demande la question, d'avoir un dernier volet après la lettre Z, où il y aura un supplément pour mettre les acteurs, en tout cas les plus notables, qui auraient dû y être, mais qui n'y sont pas pour des raisons purement chronologiques. Et pour le reste, il y a évidemment une zone grise, c'est-à-dire chaque fois se demander si un acteur, en fonction de sa carrière, voilà, je retiens celui-là et pas celui-là. Parfois, il y a des gens qui ont fait très peu de choses, mais qui ont marqué à telle ou telle période. Alors, je dis pour la petite histoire, il est marqué 900. Évidemment, j'en rédige toujours beaucoup plus. Et en réalité, il y en a 907, parce que 907, ça voulait rien dire. Donc il faut qu'il y ait une norme. 900 à chaque tome, mais il y a 907, parce qu'à un moment, on en avait 930. Donc j'ai coupé, et puis il y a un moment, il y avait des coups de cœur. Je dis, bon, il faudrait l'évacuer, mais ça veut dire qu'il y a une part, évidemment, de subjectivité, par définition, d'arbitraire, évidemment, parce qu'il y a une zone grise. Pourquoi un tel y est, pas l'autre? Donc c'est pas aussi simple. Tu avais posé une question plus... C'est ce changement d'orientation complet pour moi du public à l'égard de l'acteur. Et bon, je finis sur la bibliographie, mais il y a 50 ans ou 40 ans, c'était des événements, l'autobiographie de Kirk Douglas ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y en avait relativement peu. Aujourd'hui, il y a une multitude. Bon. Alors, l'acteur est au centre et se met tout d'un coup au centre, et puis ça disparaît aussi vite. C'est très éphémère, hein, au centre d'une publication. Mais par contre, la collectivité des acteurs, d'une certaine façon, il me semble qu'elle aura disparu de l'intérêt que le public avait pour... Et que, si j'en crois la tienne de biographie, elle est plus orientée vers des publications des années 80. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, ce qui est révélateur, c'est que alors, j'allais ajouter la cinéphilie, parce que par exemple, il y a quand même un certain nombre de revues de cinéma dont la plupart n'ont plus de rubrique bibliographique, ne traitent plus des livres. Plus du tout. C'est-à-dire Première, qui est le premier tirage, et c'est 350 000 exemplaires. Et il n'y a pas de rubrique bibliographique. Il n'y a jamais une critique de livre. Donc je les ai eus. Il y aura peut-être dans le numéro de décembre pour les cadeaux de Noël. Mais le reste du temps, non, mais c'est lié à ça. Il y a une revue qui est assez originale qui s'appelle SoFilm. Il n'y a pas du tout de rubrique livre. Alors il y en a un peu dans les cahiers du cinéma, mais très peu. Il y a des partis pris très tranchés qui font que ça, sur l'acteur, c'est même pas la peine d'imaginer. Par contre, j'ai eu un très bon papier dans Positif, qui est l'une des seules revues, mais qui correspond précisément à une étape où la rédaction est restée conforme à une certaine filiation, alors que les cahiers du cinéma, il y a des ruptures éditoriales très très nettes. Enfin, moi, je continue à le lire, mais on pourrait faire une stratification des cahiers du cinéma. Quand les équipes changent, c'est la ligne éditoriale qui change. Et là, désormais, c'est même une caricature de mon point de vue de ce que ça a été. Et quand tu vas dans les festivals, tu sens que le public, justement, il a changé dans cette... Ah ben, quand je vais dans les festivals, là, je vais dire un truc très grossier, mais je suis souvent inconvenant. J'allais dire, là, c'est même une forme de non, je ne vais pas dire le mot. Mais je m'interroge, y compris sur la santé démocratique de notre pays. Je m'explique. Au Festival d'Angoulême, j'étais invité par Dominique Béziard, et il y était une douzaine d'auteurs assignés. Et sur les 12, il y en avait un où il y avait une queue énorme. Les gens étaient dans la rue, etc. C'est que des trucs sur le cinéma, etc. Et qui était cet auteur?
Et là, c'était des gens qui vont quand même au cinéma, qui vont au festival, donc ils ne sont pas indifférents, et qui viennent en plus à la librairie pour acheter un livre. Eh bien, l'auteur était Anthony Delon. Alors, je n'ai rien contre Anthony Delon, mais ce dont je suis convaincu, c'est que les gens n'étaient pas là pour des raisons proprement cinéphiliques ou cinématographiques. Or, il y avait une queue énorme, énorme, énorme. À côté de moi, j'avais Isabelle Carré, qui est pour moi une très belle, une formidable comédienne, et qui a signé quelques livres, mais très peu. Quant aux autres, c'est-à-dire les gens de Bonaccabi qui étaient inconnus, voilà, on comblait les vides. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais politiquement, moi qui suis en politique et qui a fait partie historiquement du camp de l'espoir, je me dis, mais là, il n'y a plus d'espoir, quoi. Parce que même là, les gens qui vont au cinéma et qui veulent acheter un livre de cinéma, le seul truc qui les intéresse, c'est Anthony Delon. Qui n'en fait pas. Qui en fait très peu. J'ai rien contre Anthony Delon. Par ailleurs, il a été plutôt sympathique. Je voyais bien qu'il avait un regard de miséricorde sur bon, j'ai même pas osé lui dire qu'il était dans mon bouquin, parce qu'il y a la lettre D, donc il y est dans mon bouquin. Mais je me sentais tellement inexistant. Alors, on a échangé 3 mots, j'aurais pu lui dire, mais voilà, donc c'est un autre univers. Et le regard, du coup, alors je dis pas que c'est tout le public, mais le festival d'Angoulême, c'est vraiment quand même, à part le festival de Cannes, je pense que c'est un des festivals les plus toniques, les plus importants, qui drainent le plus de gens. Les salles sont archi pleines. Et là, dans ce lieu-là, qui est quand même un lieu de cinéma, avec beaucoup de professionnels, on achète un livre de cinéma, lequel Anthony Delon. Donc, tu poses une vraie question, c'est-à-dire le rapport du public à ça, oui. La dernière fois que tu étais à cette place, c'était pour SOS Culture. C'était il y a 2 ans et je veux dire, ça ne s'est pas amélioré. Les organisateurs, il y avait une librairie, la librairie Cosmopolite, qui est partenaire. Ils ont invité une 12aine d'auteurs. Après, voilà, ils ne peuvent pas maîtriser les flux. Alors moi, j'étais mystification totale. C'est-à-dire que tout le monde est présenté, ça c'est très révélateur. On était tous présentés de la même manière, on avait le même chevalet, un portrait derrière, il y avait une équité totale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la démocratie purement formelle. Pardon, je vais faire un petit dérapage incontrôlé. La démocratie formelle au sens marxiste du terme, dont on est tous à égalité. Sauf que pour Anthony Delon, ils avaient commandé, je ne sais plus, 200 ou 300 bouquins. Isabelle Carré en avait une 50aine, et moi, quand j'arrive, j'en ai 8. Et donc, ça donne ce moment tout à fait extraordinaire qui vaut d'être vécu. C'est-à-dire que dans les 15 minutes qui ont suivi, les 8 bouquins étaient déjà vendus. Évidemment, parce qu'il y a quelques cinéphiles quand même. Et alors, si je vais être honnête jusqu'au bout, c'est comme là, aujourd'hui, la moitié des acheteurs, c'est-à-dire 4 sur 8, étaient des gens que je connaissais ou qui me connaissaient. Par exemple, le directeur du Festival des œillades à Albi, puisque c'est lui qui est arrivé le premier, mais comme il est très courtois et qu'il voulait me parler, il a laissé passer les autres, et à un moment, il n'en avait plus qu'un. Donc j'ai arrêté et j'ai dit au mec des œillades, il est pour toi. Sauf que dans les 10 minutes, un quart d'heure qui ont suivi, j'ai demandé, on m'a dit oui, on va aller en chercher en réserve. Ils n'en avaient aucun, évidemment, en réserve. Donc je restais tout seul, sans livre, d'un auteur qui est là pour signer des livres. Ça fait bizarre, hein, mais comme parmi les auteurs, il y avait Dominique Besnéard qui lui-même signait un livre, il m'avait invité. Comme déjà j'ai une réputation de parfois mauvais caractère, si je me lève, je m'en vais, ça fait vraiment le mec qui est en colère, qui a une rancœur. Donc je reste, mais j'ai pas de livre. Et à ce moment-là, 2 actrices que j'aime, une que je connais et l'autre que je ne connaissais pas personnellement, Myriam Boyer, accompagnée d'Andrea Ferréol,
qui sont l'une et l'autre dans l'un des deux tomes, viennent pour acheter le livre dont elles avaient entendu parler. Et je leur dis, je suis tout à fait désolé, je suis navré, je n'en ai plus. Et toutes les deux de dire, mais c'est magnifique, c'est formidable, ça veut dire que tu as tout vendu, alors que les autres n'ont pas écoulé leur stock, et toi tu as tout vendu, mais c'est magnifique. Et moi, évidemment, j'ai pas été assez courageux pour dire que j'en avais que 8, donc j'ai dit, ouais, ça a bien marché. Voilà les contradictions de la société libérale. C'est pour reprendre ta dernière observation. Est-ce qu'à la lettre R, il y aura Serge Regour? J'ai pas entendu. Est-ce qu'à la lettre R, il y aura Serge Regour? Non. Pourtant, tu m'as dit il n'y a pas très longtemps que ton nom figurait comme acteur dans une... Ah ouais, ouais. Bah oui. Si vous allez sur la... Bah oui. Merci de cet hommage, Guy. Si vous allez dans la principale base de données IMDb américaine, dont je me suis évidemment pas la seule, mais c'est une des bases dont je me sers pour aller voir la bibliographie, qui a fait quoi dans tel rôle. Alors comme je suis maniaque, je vois un acteur, je ne me rappelais pas qu'il était dans tel film, il y a marqué, je dis n'importe quoi, Maurice Chevy joue Monsieur Dupont dans tel film, donc je me lève, je vais chercher le DVD, parce que j'ai beaucoup de DVD, je le revois pour savoir que fait Monsieur Dupont, etc. Donc c'est une base très sérieuse parce qu'elle permet d'identifier le personnage. Et si vous allez sur cette base, Serge Regour figure, il est un acteur, grâce en particulier à Jacques Mitch, ici présent, puisque Jacques Mitch, ici présent, qui sait quelle affection je lui porte, a décelé l'acteur qui était en moi, et donc m'a régulièrement, à plusieurs reprises, proposé de vrais rôles, puisque j'ai du texte. Et du coup, grâce à Jacques, je suis dans cette base de données, et ça s'est un peu élargi, parce qu'à l'époque, c'est Guy qui m'a entraîné là-dedans, c'est très immodeste. Ça fonctionne plus du tout comme ça, parce que maintenant, grâce aux séries, tout ça, il y a des directrices de casting, c'est formidable, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment cette activité, et il y avait des productions qui arrivaient, il y a des années de ça, et qui allaient au fichier de la ANPE Spectacle, où il y avait des extraits, disons, on va voir un extrait. Et un jour, il y a des gens que je ne connaissais absolument pas, qui m'appellent et qui me disent voilà, est-ce qu'on va tourner un film à Toulouse? Est-ce que vous seriez libre? C'est un petit rôle, hein, mais j'ai failli leur dire je sais faire que ça. Donc je dis oui, je donne mon accord. Et puis 2 mois se passent et 2 mois après, on m'appelle, la production m'appelle pour me demander quel était mon agent. Je dis, évidemment, je n'ai pas d'agent. J'ai dit, mais j'ai accepté, mais je ne veux pas être payé. On me dit, mais si c'est obligatoire, pour l'agrément, il faut que tout le monde ait signé son contrat, etc., etc. Bon, très bien. Et puis au bout d'un moment, on me dit, mais le film se tourne à Bruxelles. Et le gag, je peux dire aujourd'hui à prescription, j'étais en pleine campagne électorale, pas de ces élections, des élections précédentes, c'était au tout début, donc c'est 2015, 2016, et je devais aller dans quelques réunions politiques pour défendre la liste sur laquelle j'étais. Et je n'ai pas pu dire que j'avais le Covid, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le Covid. Donc, en plus, ce n'est pas le bon moment pour avoir la grippe. Donc j'ai dit que j'avais des gros problèmes personnels. Je ne pouvais pas aller à 2 réunions. J'ai été tourné 2 jours à Bruxelles. Je dis cette anecdote simplement pour dire qu'évidemment ces questions-là sont au cœur de mon identité. Voilà. Je n'aurais pas osé dire ça il y a quelques années, mais il y a prescription. Jacques? Merci Guy. S'il n'y a pas d'autres questions, mais il reste... Bon, on ne peut pas faire une lecture suivie de ce livre, hein, enfin, à moins d'être un obsessionnel, il y en a. Hein. Mais ça va être un outil formidable. Et c'est quand la suite? Parce que... Alors là, je suis actuellement, puisque le tome 1, disons les choses clairement, n'a pas bien marché, mais en même temps, Christian m'a dit quel était le contexte. On ne va pas en parler. Donc je me dis que finalement, ce n'est pas catastrophique. Apparemment, sur le tome 2, nous avons de la presse que je n'avais pas eu sur le tome 1. J'ai eu un très bon
trucs sur France Inter, France Culture, Charlie Hebdo, ces derniers jours, l'Humanité, La Dépêche, même l'Opinion, etc. Et là, les ventes, apparemment, ça se manifeste un peu, donc j'y suis déjà, mais je vais être dans le tome 3 avec plus d'enthousiasme, parce que là, il y a des moments, on se dit, si je fais un truc qui n'intéresse strictement personne, surtout que souvent à la région, quand on aide des films, je suis très méchant en disant il vaudrait mieux payer une psychanalyse à l'auteur, ça coûterait moins cher que de financer un film. Donc, je me dis, je devrais m'appliquer cette norme à moi-même. Bon, tu couperas ça au podcast, hein, quand même. Ça, tu le coupes. Bon, ben, merci. Donc, tu vas te mettre là pour signer quelques livres et merci. J'espère qu'il y en a plus de 2. C'est un vrai marrant, hein. Non, je sais. Mais par contre, ce que tu ne sais pas, c'est que si nous étions à Angoulême, ou plutôt si il y avait un festival à Toulouse comme celui d'Angoulême, et s'il y avait une chose équivalente, nous n'aurions sûrement pas invité Anthony Delon. Pas plus que voilà. Le livre de cinéma existe. Il y a cette librairie de cinéma qui manifeste encore qu'il y a beaucoup de talent pour écrire des livres sur, ou dans, ou depuis, ou avec le cinéma. Et il y en a même plus que jamais. Voilà, en tout cas, à Ombre Blanche, on est quand même très, très fiers de continuer d'accompagner le cinéma avec cette librairie, dont je rappelle que finalement, elle est unique avec celle de l'Institut Lumière à Lyon. Il n'y en a plus que 2 en province. Voilà, c'est dire que peut-être aussi, là, tout le monde a lâché, mais il suffit de quelques bonnes volontés pour faire les choses. Voilà. Je voudrais juste ajouter, je n'avais pas prévu une dernière chose, parce que tout d'un coup, derrière Franck Loiret, là, je voyais toutes ces murs, toutes ces 6 messes vides. Et je voudrais profiter de votre présence pour vous dire pourquoi, puisqu'il y avait ici une exposition photo d'Ida Jacobs qui était prévue dans le cadre de Manifesto, et cette exposition d'Ida Jacobs était liée à une activité qu'elle a eue à la prison de Seyss, 2 fois 10 heures de formation, 1 fois 10 heures avec des hommes, 1 fois 10 heures avec des femmes. Et à la suite de la publication d'une photo d'une jeune détenue poitrine nue, cette exposition a été interdite, du moins, en tout cas, fortement déconseillée par l'administration pénitentiaire qui a dit à Ida que si elle montrait ces photos, il lui arriverait non seulement des poursuites judiciaires, mais aussi des poursuites pénales. Voilà, donc nous avons décidé évidemment de laisser les murs nus, et c'est la 3e fois que je fais une information à ce sujet. Voilà, la censure existe encore, il faut appeler les choses par leur nom, hein. Voilà, nous avons ici subi de façon indirecte une vraie censure, et moi je prends en tout cas le risque de le dire, l'administration pénitentiaire a été en dessous de tout dans cette histoire. Voilà, il faut le savoir, faites-le savoir, et je trouve ça vraiment complètement inadmissible. Voilà, merci pour votre attention. Vous venez d'écouter Serge Regour à la librairie Ombre Blanche, samedi 1er octobre 2022, à l'occasion de la présentation du tome 2 de son anthologie des acteurs et actrices du cinéma français et de la télévision, édition Un autre regard. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.